Parfait, je démarre l'enregistrement. Donc, bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire, organisé par 3A. 3A, on est une école de management spécialisée dans la formation des entrepreneurs et des intrapreneurs du monde de demain. Donc, ce webinaire marque le lancement de notre deuxième cycle de Vision d'experts. On avait lancé donc les 3E Live en mars dernier, donc on reprend là en octobre avec la rentrée. On va vous proposer régulièrement des conférences durant les 6 prochains mois sur des thématiques en lien avec notre école, avec nos valeurs. Donc, sont notamment l'économie sociale et solidaire, l'humanitaire ou encore la responsabilité sociale des entreprises. L'objectif, c'est de vous proposer des interventions d'experts, d'encourager les questionnements sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc, par conséquent, ce soir, nous accueillons Charlotte Perrin, qui est responsable du réseau professionnel à la Gonette, afin d'en apprendre plus sur la monnaie locale, sur son fonctionnement et sur son impact. Charlotte, je vous laisse dans un premier temps rapidement vous présenter. Oui, bonjour tout le monde. Donc Charlotte Perrin, moi je suis salariée de la Gonette depuis 2 ans et demi, en charge du développement du réseau des professionnels et des collectivités également. On en parlera puisqu'il y en a quelques-unes qui sont adhérentes. Merci beaucoup. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez revenir sur qu'est-ce que la monnaie, comment elle a été créée, comment elle est gérée? Alors, la monnaie, alors quand on dit la monnaie, mais en fait, d'argent. Après, c'est notre terme un peu technique. Alors, il y en a certainement parmi vous qui ont fait éco, peut-être avant, économie, finance, etc., qui sont bien calés sur le sujet. Mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas qu'en fait, 90% de l'argent qui est mis en circulation, c'est par le biais des banques privées, donc des banques commerciales. Tout simplement, quand on vous octroie un prêt, du coup, on crée une ligne comptable, on injecte de l'argent. Vous recevez l'argent, vous le dépensez pour une raison X ou Y, et ensuite vous le remboursez au fur et à mesure, et la ligne comptable disparaît. Donc ça paraît un peu technique, mais tout simplement, ça veut dire que, grossièrement, plus de 90% de ce qui circule, c'est de l'argent créé par les banques. Donc forcément, ça questionne sur la manière dont l'argent est créé et surtout sur les projets de société qui vont voir le jour, qui nécessitent de l'argent, que ce soit le financement, je sais pas moi, d'une nouvelle piscine, la construction d'une route ou bien de l'argent pour payer les salaires des services publics, par exemple. Voilà, donc là, quelque part, on voit que les banques influencent nos choix de société indirectement par l'argent qu'elles peuvent octroyer via des prêts. Et il y a également le rôle de la Banque centrale européenne, qui est un organisme, du coup, qui va permettre, en fait, surtout de maîtriser l'inflation, de garder un taux autour de 2%, et donc qui peut refinancer les banques en fonction des besoins, et voilà, qui est un organisme de contrôle, mais surtout avec cet objectif-là de maîtrise de l'inflation. Voilà, alors, si vous voulez aller plus loin, pour le coup, on ira plus loin sur ces questions-là. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle des banques. Et c'est plus, comme on pense souvent, l'État français qui bat monnaie, comme c'était encore le cas dans les années, je crois que c'était jusqu'au début des années 70. Donc, c'est plus un pouvoir de l'État français. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie locale et comment elle peut coexister avec l'euro? Alors, les monnaies locales, ce sont des moyens de paiement, comme un ticket restaurant, un chèque, une carte bancaire, qui sont reconnus par la loi ESS de 2014 en France. D'ailleurs, c'est la seule loi, à notre connaissance, au niveau européen, même au niveau mondial, qui reconnaissent vraiment les monnaies locales, donc qui leur donnent un poids juridique. Et ces monnaies locales, en fait, il y en a près de 80 en France et un certain nombre dans le monde. Elles circulent sur un territoire restreint. Il faut savoir également que, du coup, pour des questions légales, une gonette égale 1 euro. Une unité de monnaie locale, que ce soit par un Plushco au Pays Basque ou le Cairn à Grenoble, égale 1 euro. Ça, c'est la coexistence. Et l'idée, c'est de renforcer un maximum ce qui peut se faire en local, de dynamiser l'économie locale, mais aussi d'être sur une monnaie qui est non spéculative et qui ne s'échappe pas via différents mécanismes comme l'évasion fiscale, etc. C'est vraiment une monnaie. Bon, pour ceux qui l'ont étudié, on donne différentes valeurs d'usage à la monnaie. Elle peut servir d'échange, elle peut servir de valeur de stockage ou de valeur pour estimer le poids d'un produit ou d'un service. Et là, en l'occurrence, on revient sur une fonction d'échange de l'argent. Permettre d'acheter des produits, une baguette de pain, un t-shirt, une casquette, ou des biens, des services, une coupe chez le coiffeur, une prestation massage, etc.
Donc du coup, si je comprends bien, cette monnaie locale, elle va répondre à des enjeux économiques territoriaux, de Oui. par sa fonction, fait qu'elle soit locale, et sociaux, c'est bien ça? Oui, c'est l'idée. Et en fait, il faut comprendre derrière. Après, on ira beaucoup plus sur du pratique, je rassure, si jamais vous dites oh là là, c'est un peu trop théorique tout ça. En fait, il faut d'abord comprendre la circulation monétaire. Il faut savoir que les économistes, alors là-dessus, il y a un consensus vraiment relatif. Donc, les économistes sont quand même relativement tous d'accord pour dire qu'au moyenne, au bout de 3 transactions, les euros sortent du territoire. Donc, je prends souvent l'exemple, voilà, vous avez 20 euros, votre billet de 20 euros, vous allez vous en servir, vous allez chez le coiffeur. Voilà, Anastasia va chez le coiffeur. Le coiffeur qui reçoit ses 20 euros, imaginons qu'il les redépense dans le restaurant du quartier où il a l'habitude d'aller prendre son déjeuner. Le restaurateur, avec ses 20 euros qu'il a reçus en paiement, il va par exemple aller acheter sa commande de pain pour son restaurant pour le lendemain. Mais voilà, ces 20 euros qui ont circulé 3 fois, donc 20, le même billet, qui a fait 20 plus 20 plus 20, qui a fait donc 60 euros de richesse, au bout d'un moment, au bout d'en moyenne 3 transactions, il sort du territoire. Alors, quand on dit sortir du territoire, tout simplement déjà le fait d'être mis en banque, il part très vite dans les sphères spéculatives et il ne sert plus du coup justement à notre économie réelle locale. Il y a aussi des problématiques d'évasion fiscale, j'en ai parlé, c'est entre 60 et 80 milliards par an quand même en France. Moi, je ne parle pas de l'Europe, juste en France. Et puis après, tout simplement, quand on fait des achats en ligne, pour peu que ce soit des entreprises qui soient très très loin et plus sur le territoire, du coup, on ne contribue plus à faire fonctionner l'économie locale. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut savoir derrière, c'est que du coup, quand on met de l'argent en banque, on ne sait pas forcément ce qui va en être fait. Et ça, c'est important parce qu'on peut être plus ou moins d'accord avec l'usage qui est fait de l'argent, donc en fait, la capacité d'emprunt qui va être issue de tout l'argent des épargnants, qui va permettre du coup à la banque d'avoir le droit de prêter une certaine somme, en fonction de ce qu'elle possède déjà. Et du coup, il y a cette idée de transparence. Avec une monnaie qui est uniquement une monnaie d'échange, je reviendrai après un peu plus loin sur le mécanisme, et du coup, étant donné que vous ne la mettez pas en banque, vous savez que votre argent, il circule et permet à tout plein de professionnels chez qui vous allez faire vos courses, par exemple, d'échanger entre eux et de continuer à maintenir une économie respectueuse, humaine et surtout non spéculative. L'argent est vraiment vu en fait comme un moyen et pas comme une fin en soi. D'accord, je comprends mieux effectivement la distinction. Et est-ce que vous pourriez justement nous en dire plus précisément sur la gonette, sur votre histoire et sur le fonctionnement de la gonette? Oui, la gonette, elle est née en fait en 2011. Il y a eu des premiers collectifs qui se sont rassemblés, des collectifs de citoyens qui avaient été pas mal ébranlés par la crise financière de 2008, où ils s'étaient aperçus que des choix au niveau des sphères financières très très éloignées de notre vie quotidienne avaient vraiment ébranlé donc cette économie réelle du quotidien. Il y a des monnaies qui ont été dévaluées, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des personnes qui ont dû hypothéquer leur maison, etc. Et donc, ils ont eu l'idée de se dire, voilà, on est tributaire de tout cela, on n'a pas la main dessus parce que concrètement, il n'y a pas d'élus dans ces institutions-là. Il n'y a pas de, voilà, si on n'est pas actionnaire d'une grande banque, on n'a pas de prise là-dessus sur les choix qui sont faits, sur les risques qui sont pris surtout, et pourtant on est directement impacté. Donc il y a eu l'idée de s'organiser et de voir à notre niveau ce qu'on pouvait faire. Donc des citoyens se sont rassemblés un petit peu partout en France et à la Gonette, du coup, à Lyon, dans la région lyonnaise, même dans le Rhône, des gens se sont rassemblés et ont créé l'association en 2014 et ont ensuite lancé physiquement la monnaie, c'est-à-dire les billets qui ont été émis, les premiers billets ont été émis fin 2015. Donc ça fait 6 ans que la monnaie circule. Et depuis le lancement des billets, il y a eu également le développement d'une solution de paiement numérique, donc qui est une application web et mobile. En gros, si vous connaissez, c'est un système de paiement qui se rapproche de Lydia qui permet donc via un système de QR code de scanner un QR code et d'envoyer un paiement directement sur le compte numérique du professionnel en face, donc un commerçant, je sais pas moi, un artisan, etc. Et de régler ses achats comme cela. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié, je crois qu'il y a plusieurs parties dans la question. Non, pas de souci, c'est très clair. Et justement, là, on est arrivé au sujet de qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter avec ces gonettes. Donc là, vous donnez quelques exemples, typiquement aller chez le coiffeur. Mais concrètement, c'est quels sont vos adhérents, quels sont leurs profils, géographiquement, où est-ce qu'ils se situent. Donc, si j'ai bien compris, c'est dans tout le Rhône, mais j'imagine plus spécifiquement sur Lyon. Donc demain, moi, j'ai des gonettes. Où est-ce que je peux les dépenser et qui sont vos adhérents?
Oui. Alors, les adhérents professionnels, il y en a aujourd'hui près de 375 qui représentent près de 20 secteurs d'activité, avec quand même majoritairement des bars et des restaurants, ainsi que des commerces alimentaires, donc principalement des épiceries. Mais ensuite, on retrouve des librairies, des coiffeurs, des producteurs, on en parlait tout à l'heure, par exemple des producteurs de légumes qui distribuent par le biais de paniers leurs légumes. On a également des ostéopathes, des naturopathes, on a également des services spécifiques pour les entreprises, il y a des cabinets comptables qui sont adhérents à la Gonette, on a fournisseurs d'électricité. Voilà, on a beaucoup d'artisans qui se regroupent notamment, qui ont des beaux collectifs et qui ont des jolies boutiques d'artisanat local. Voilà, on a vraiment quasiment, en fait, on peut vraiment faire beaucoup d'achats en Gonette sur les achats du quotidien. Et dans les différents quartiers, après, globalement, même si on est à l'échelle du territoire du Rhône, on est quand même principalement présent à Lyon et proche périphérie, donc notamment Villeurbanne. Il y a des quartiers qui sont mieux dotés que d'autres, parce que le développement du réseau, voilà, il est en gros, ça pourrait être tentaculaire, hein, on pourrait être présent partout, mais on a encore des ressources limitées pour le faire. Donc, du coup, c'est aussi en fonction des professionnels qui sont déjà dans une démarche souvent de circuit court, de réflexion sur leur manière de produire, de consommer, de gérer leurs déchets, etc., qui vont passer le pas et intégrer la Gonette dans leurs habitudes et l'intégrer vraiment en étant partie prenante du projet. Et la petite chose que je ne vous ai pas précisée tout à l'heure, c'est que, voilà, l'idée c'est que les monnaies locales ne peuvent circuler que dans un réseau d'adhérents particuliers et professionnels. Et pour pouvoir obtenir des gonettes en tant que particulier, vous devez changer vos euros en gonettes. Pour ce faire, en fait, vous adhérez à l'association et ensuite vous allez soit à la gonette, soit dans un comptoir de change. Donc, c'est une structure, c'est un professionnel qui rend ce service-là. Pardon. Excusez-moi. Et vous confiez, par exemple, 100 €, on vous donne 100 gonettes. Vos 100 gonettes, elles circulent dans l'économie réelle, comme je le disais. Vous pouvez aller au cinéma avec, vous pouvez aller boire un verre, faire vos courses, etc. Mais vos 100 €, ils n'ont pas disparu. En fait, ils sont mis dans un fonds de garantie, un fonds de réserve, qui est chez nous soit à la nef, soit au crédit coopératif. Donc, nous, on est obligé de les stocker sur un compte bancaire, mais on a choisi parmi les 2 banques les plus éthiques en France, qui, du coup, vont s'en servir pour pouvoir prêter de l'argent, justement, et pour pouvoir financer des projets locaux, solidaires, culturels, etc. La nef, par exemple, c'est la banque, la banque d'épargne la plus transparente, puisqu'elle publie tous les ans un rapport de tout ce qu'elle finance. Et dedans, vous retrouvez, si vous allez sur la page Rhône, par exemple, vous retrouvez notamment, entre autres d'ailleurs, des adhérents du réseau Gonette, mais pas seulement. Et du coup, par exemple, tout l'argent que vous changez pour alimenter votre compte numérique, parce que tous les mois, vous alimentez votre compte numérique quand vous l'ouvrez de minimum 20 gonettes, donc vous faites un virement de 20 €, nous on crédite votre compte de 20 gonettes. Tout ce qui est crédité en numérique, du coup, va directement à la nef, sur le compte de la nef, et va permettre de l'investissement. Actuellement, c'est 200 000 gonettes à peu près qui ont été créditées en numérique. Donc 200 000 gonettes qui circulent et 200 000 € qui, en plus, vont permettre de l'investissement. Et la nef même double ce montant-là via une convention pour l'investissement local. D'accord, donc du coup, si je commence à permettre le financement de projets qui sont en lien avec ces valeurs que vous favorisez et que vos adhérents partagent aussi, est-ce que vous auriez des exemples d'impact justement de projets qui ont été menés grâce à cet argent? Alors, j'ai quelques chiffres déjà. Il y a une étude qui a été menée au niveau national en 2020 qui a montré que, puisque le système est le même pour toutes les monnaies locales, vous devez changer des euros, on vous donne des unités de monnaie locale en face, à parité, une gonette 1 €, un eusko 1 €, etc. Et en fait, ça a représenté 5 millions d'investissements bonus, justement, via ce mécanisme de change. Donc 5 millions d'investissements via les banques éthiques auxquelles les monnaies locales sont adossées. Donc ça, c'est un impact concret. Et puis après, au-delà de ça, il y a surtout le fait qu'on est quand même dans un réseau de personnes qui, à titre professionnel comme à titre particulier, ont envie de porter un message en disant l'économie actuellement, la manière dont elle fonctionne, c'est pas assez transparent. Et voilà, il y a certaines dérives. On en a parlé, évasion fiscale, concentration des pouvoirs, spéculation, etc. Et on a envie de porter une économie plus locale, dans une démarche de transition écologique et solidaire. Ça fait vraiment partie de la charte des valeurs Gonette, donc à laquelle les professionnels adhèrent. Et cette idée, de porter ce message-là, et en s'engageant et en utilisant ce moyen de paiement. Donc ça crée, une communauté qui va œuvrer pour le développement du territoire.
Voilà. Et pour que la monnaie circule sur ce territoire. Oui. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire plus aussi la particularité de la Gonette, c'est d'avoir une gouvernance partagée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est quoi le fonctionnement? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est encore en construction, mais ça fait vraiment partie de l'ADN de l'association. L'idée, c'est que pour effectivement avoir un impact intéressant, c'est important de se poser la question de comment sont prises les décisions et comment on travaille tous ensemble avec cette vocation d'être vraiment une monnaie citoyenne. C'est-à-dire, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, par rapport à tout l'argent qui est mis en circulation, en général, on n'a pas notre mot à dire. On n'est pas consulté sur quels projets vont être financés, sur la politique monétaire du pays, etc. Et là, du coup, c'est de remettre le citoyen au centre du processus et de se dire, déjà, en étant adhérent, vous choisissez, vous utilisez concrètement une monnaie qui bénéficie à tous les acteurs du territoire qui sont engagés. Et on permet, en fait, l'idée, c'est d'avoir chaque citoyen qui est adhérent à la Gonette, une adhésion égale une voix. Donc, les adhérents peuvent participer aux réunions, alors qu'on appelle du coup notre conseil des collèges. On réunit tous les collèges adhérents, donc les professionnels, les particuliers, les fondateurs, les experts, donc ceux qui sont plutôt les enseignants-chercheurs sur cette thématique, les institutions, les financeurs et les membres actifs, salariés et bénévoles, qui se regroupent pour prendre les grandes orientations de la monnaie. Désolée, c'est les joies du direct. Voilà. Et l'idée, c'est effectivement de se dire à quoi doit servir notre monnaie, nous, à l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent? Comment on peut le faire circuler et auprès de qui? Et qu'est-ce qu'on peut développer comme projet annexe en étant nous-mêmes aux commandes et en orientant, en prenant des décisions collectives. Et on a eu différents exercices comme cela. Alors, on n'a pas fait un travail aussi poussé que la Convention pour le climat, qui a réuni quand même des citoyens et des citoyennes et qui ont été accompagnés par des experts, des gens qui sont venus éclairer pour leur permettre de construire tout un programme vraiment à la fois pratique et investi. Mais on a nous-mêmes fait vivre, par exemple, cette démocratie participative lors de la candidature de Veolia Eau du Grand Lyon. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais pour le moment, l'eau du Grand Lyon est gérée par une filiale de Veolia, le grand groupe, mais qui est donc une filiale locale, qui est dans un contrat de délégation de service public, donc qui a un contrat très étroit avec la métropole, et qui distribue l'eau, du coup, à 500 000 foyers dans le Rhône. Et on a eu donc des salariés de l'entreprise qui avaient vraiment envie d'intégrer la monnaie locale, déjà de sensibiliser leurs collègues et puis de l'intégrer à leur fonctionnement, qui sont venus vers nous. Alors, autant vous dire qu'au début, ça nous a un peu secoué parce qu'on n'était pas habitués. Habituellement, nous, on a, comme je vous ai dit, des boulangers, des coiffeurs, des ostéopathes, des épiceries, etc. Mais on n'avait pas encore l'habitude d'avoir ce genre d'acteurs. Donc, on a saisi cette opportunité pour en faire, en fait, un grand débat participatif en donnant déjà accès à un ensemble d'informations les plus objectives possibles pour permettre à tout le monde de comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants, quelle était la démarche derrière, qu'est-ce que c'était que la monnaie comme commun, l'eau comme commun, qu'est-ce que c'est qu'une délégation de service public, et permettre à tout le monde du coup d'assister à un débat en ligne pour tous ceux qui s'étaient inscrits, et ensuite de se positionner via un sondage pour savoir si oui ou non ils étaient pour l'entrée de Veolia Eau du Grand Lyon dans la Gonette, et si oui, s'ils voulaient que ce soit assorti de conditions spécifiques. Donc la décision finale a été prise par ce fameux conseil des collèges, après, je crois, 2 longues réunions de 3 heures chacune. Mais en tout cas, il y a eu vraiment pas mal de débats et pas mal d'intérêt posé, parce que ça bouleverse un petit peu aussi nos habitudes. Et la candidature a été acceptée uniquement, en fait, pour le moment, jusqu'à fin 2022, puisqu'à partir de début 2023, la gestion de l'eau, la distribution de l'eau à Lyon sera reprise par la métropole. Donc, ce sera un service public géré par la collectivité locale. Donc, Veolia, tant qu'il est en contrat, donc l'entreprise locale, tant qu'elle est en contrat avec la métropole, est devenue adhérente de la Gonette, mais lorsque cela prendra fin, qu'il n'y aura plus ce lien avec la collectivité, du coup, l'adhésion prendra fin et pourra potentiellement être rediscutée s'il y a besoin. Et derrière, ce que nos interlocuteurs qui sont venus vers nous avaient comme projet et ce qu'ils ont commencé à mettre en place, c'est le paiement d'une partie des salaires, évidemment, aux salariés volontaires de l'entreprise, pour qu'eux-mêmes puissent dépenser des gonettes et découvrir aussi le réseau et faire circuler cette monnaie plus éthique. Du coup, ça a vraiment un fort impact. S'ils décident de payer leurs salariés en gonettes, ça va faire de nombreux adhérents qui, du coup, vont faire
travailler cette monnaie. Oui, et puis potentiellement la faire évoluer comme tout adhérent particulier, en étant aussi moteur là-dessus. Et vous parliez justement des collectivités dans la métropole. Donc récemment, des collectivités ont commencé aussi à adhérer à la Gonette, il me semble. Oui, c'est ça. On a eu au printemps dernier la ville de Villeurbanne, la ville de Lyon et la métropole qui ont adhéré. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont fait un processus classique, alors là, pour le coup, elles ont signé une convention pour aller un peu plus loin, mais en versant une cotisation également à l'association pour intégrer vraiment la monnaie, la gonette dans leur pratique. Alors, tout ça, ça va être très progressif. Là, ce qui a démarré, c'est qu'on a une quarantaine d'élus qui se font payer une partie de leurs indemnités en gonette, tout comme c'est possible pour du salaire dans des entreprises, etc., des associations employeuses. Voilà, là, c'est possible pour les élus. D'abord, on a commencé par les élus, puisque c'est des indemnités. Et du coup, ça fait des adhérents particuliers en plus, mais ça fait surtout un signal de confiance où si les collectivités s'engagent, ça veut bien dire que cette monnaie elle a de la valeur. Elle a de la valeur parce qu'elle a adossé un projet de société, puis elle a de la valeur parce qu'on peut lui faire confiance. Excusez-moi. Voilà. Et la deuxième étape, ce sera l'ouverture de certains services publics au paiement en gonette. Donc, typiquement, on aura à partir de janvier 2022 la possibilité de payer dans 6 musées, ainsi que les archives municipales de Lyon, de payer sa place en gonette. Donc, ça va être notamment, je ne sais pas si vous connaissez, donc, le musée Gadagne, le CHRD, qui est vers l'avenue Barthelot, le musée des Beaux-Arts, si je ne me trompe pas, le musée d'art contemporain, voilà, le musée de l'automobile. Donc, 6 musées différents où on pourra payer en gonette. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, c'est quand même assez symbolique, notamment après une grosse période de frustration, de renfermement sur soi, de délitement du lien social, etc., de se dire, voilà, on remet la culture, le patrimoine, le commun, tout ce qui nous rassemble, on le remet au cœur du projet. Et c'est un beau signal de la part des collectivités de commencer par tout ça. Sachant qu'il y a aussi l'idée non seulement d'avoir une monnaie qui permet des échanges plus vertueux, mais aussi d'avoir une monnaie qui fait lien. Quand je vous ai parlé des 375 professionnels, en gros, c'est quand même des commerces de proximité que les gens connaissent, vers lesquels ils aiment aller. Et souvent, ça renforce les liens parce que les gens sont sensibles. Et quand ils voient qu'ils adhèrent à la gonette, ils voient aussi derrière, souvent, quand ils questionnent les pros, ils s'aperçoivent qu'il y en a beaucoup qui sont dans des démarches qui ne mettent pas forcément en avant, que ce soit la gestion de leurs déchets, je sais pas, une organisation d'équipe, où on est sur une politique salariale qui est la plus privilégiée possible, etc. Et quand on se questionne, on apprend pas mal de choses sur tous les engagements que les professionnels essayent de mettre en place dans leurs activités. Et du coup, ça renforce aussi le lien social où il y a plus d'échanges, on évolue chacun de notre côté, on comprend mieux comment travaille l'autre. Et la consommation n'est pas simplement un acte d'achat. Et ça se ressent aussi, ça se traduit. Nous, de notre côté, on organise des apéros pro qui permettent du coup aux différents professionnels de la gonette de se rassembler et soit d'assister à des ateliers qui leur permettent d'avancer aussi en tant qu'entrepreneurs engagés, des fois d'avoir des clés pour réfléchir ensemble, et puis des intervenants, des consultants, etc., qui permettent de mettre en place des activités qui les concernent, ou bien tout simplement des visites, la découverte d'autres pros, je ne sais pas moi, comment tel restaurant gère ses déchets, et justement, on en parle tous ensemble, on a des exemples concrets, et ça renforce aussi les liens. Oui, effectivement, parce que comme vous le dites, ce n'est pas qu'une monnaie derrière, c'est aussi des valeurs partagées. Et donc, avoir cette communauté, ça permet de partager les bonnes pratiques autour de ces valeurs. Oui, c'est l'idée derrière. Et vous faites de toute façon, quoi qu'il en soit, même sans forcément faire plus que vos courses en gonette, vous avez directement un impact puisque aussi vous permettez le financement de projets locaux. Et que vous savez que votre argent, du coup, en tout cas ce que vous dépensez en gonette, ne va pas n'importe où, entre guillemets. Même si je ne dis pas que les banques font tout le temps des bêtises, ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, là, vous savez à quoi ça sert concrètement. Donc, ça a un impact sur le territoire sur lequel on vit. Oui, et d'ailleurs, je sais que pour discuter avec quelques élus, il y avait aussi cette idée, en fait, comme vous le savez sûrement, les collectivités locales, elles injectent quand même énormément d'argent sur le territoire, que ce soit via des marchés publics ou simplement des subventions aux associations. Et en fait, comme je vous ai parlé au début de cette idée de cette histoire de circulation monétaire et d'évaporation, elles sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elles injectent, je ne sais pas moi, 300 000, 500 000, 1 million d'euros sur le territoire, mais au bout de, en moyenne, 3 transactions, ces euros-là qu'elles ont injectés pour développer leur territoire, pour créer de l'emploi, créer des structures culturelles, des lieux d'accueil, des lieux pour faire du sport, etc. Et cet argent-là, au bout d'un moment, au bout de 3 transactions, il s'évapore également. Donc, en fait, elles injectent de l'argent qui est un petit peu à perte au bout d'un moment. Donc, il y a cette idée aussi de relocaliser tout ça. Et est-ce que l'idée, ce serait par exemple qu'on puisse financer une association en gonette, justement ? Alors, pourquoi pas ?
il y a un dispositif comme ça qui a été mis en place dans plusieurs monnaies locales qui en fait est la création d'une sorte de fonds de solidarité qui est alimenté par différents mécanismes et qui permet en fait à des adhérents de la monnaie locale de parrainer une association de leur choix qui bénéficie à la fin du coup d'un versement d'une petite subvention en monnaie locale pour contribuer voilà, à ces activités. Donc ça, en fait, c'est quand je vous ai parlé tout à l'heure de cette démarche un petit peu de démocratie participative, etc., c'est aussi de se dire, bah, nous, sur notre territoire, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? On a un outil avec des valeurs derrière, c'est certes une monnaie, mais du coup, cet argent-là, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire ensemble? On le fait circuler, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on lui donne en plus comme utilité? Et il y a un autre exemple, pour le coup, qu'on a mis en place à la Gonette. À l'issue du premier confinement, les professionnels n'avaient pas forcément beaucoup de visibilité sur les aides d'État. Et ils ont rouvert leurs portes, donc que ce soit des bars, des restaurants, des structures culturelles, etc. Et des fois, les caisses étaient un peu vides. Il n'y avait plus trop de trésorerie parce qu'ils avaient essayé de tenir le coup tant bien que mal pendant ces 2 premiers mois de confinement. Et du coup, on a proposé un micro-prêt à taux zéro. Voilà. Donc, on avait une enveloppe, on avait prévu une enveloppe de 30 000 gonettes en prêtant au maximum 1 500 gonettes par pro, juste pour qu'il y ait un apport en trésorerie pour redémarrer l'activité en attendant qu'il y ait de nouveau de l'argent qui rentre et qu'ils puissent reprendre le cours normal de leur vie, voilà, que ce soit des restaurateurs, des coiffeurs, etc. Et ça, c'est intéressant parce que, voilà, alors il y avait un remboursement échelonné dans le temps, dans l'espace d'1 an. C'était l'argent qu'on prêtait, mais sur lequel on ne prenait pas de taxes. C'était vraiment, c'était en fait un outil pour permettre une certaine résilience. Oui, effectivement, ça permettait voilà, de relancer l'économie locale. Voilà, typiquement. Et là, bon, du coup, le mot local est beaucoup revenu. Je veux aussi quand même insister sur le fait que l'idée, c'est pas de se renfermer sur soi-même. Hein. On a voilà, par exemple, on a des torréfacteurs dans le réseau qui donc, du coup, sont implantés à Lyon et torréfient leur café de manière artisanale à Lyon. Mais ça n'empêche pas qu'on est toujours content de boire du café, même si le café vient de plus loin. Voilà, il y a toujours le consommateur, la consommatrice va faire ses choix. Mais derrière, nous, on a vraiment envie de dynamiser ce qui peut se faire en local. Donc, ce n'est pas rester renfermé sur soi-même, c'est d'abord regarder dans la proximité, en bien ou en service, qu'est-ce qu'on peut trouver au plus proche pour éviter déjà d'avoir un bilan carbone négatif en faisant venir des choses loin. Le café, pour le moment, on ne peut pas encore le faire pousser ici. Donc il vient de plus loin. Mais en tout cas, il y a vraiment cette démarche-là, pour le coup, des 2 torréfacteurs auxquels je pense, d'avoir un maximum, un impact positif sur le territoire avec toutes les autres dépenses et leur manière de travailler, leur manière de commercer, qui sont sur des liens très étroits aussi avec les producteurs. Donc, voilà. Donc, c'est dynamiser ce qui se fait déjà et être dans quelque chose, en fait, d'assez logique, quoi. De ne pas aller chercher loin ce qu'on peut trouver à côté. Voilà, qu'il y a un juste équilibre, effectivement, ce qui est à côté, le consommer local. Et puis après, des choses, comme vous dites, on n'a pas forcément le choix. Et puis, c'est bien aussi de pouvoir favoriser l'économie dans notre pays, typiquement. Oui. Donc, voilà, c'est trouver un juste milieu entre les deux. J'ai posé pas mal de questions. Je vais laisser la parole donc aux participants. Il y a notamment Amélia qui partage dans le chat une question, notamment sur le lien entre les différentes monnaies locales en France. Est-ce qu'il y a des échanges, des partages de bonnes pratiques entre vous? Quels sont vos liens? Oui, alors il y a des échanges. Il y a pour le moment deux réseaux qui fédèrent les monnaies locales en France. Alors je pense qu'ils auront vocation à terme à se rapprocher, potentiellement à fusionner, qui jouent ce rôle notamment d'accompagnement des monnaies locales, soit en création, soit de les accompagner dans leur développement une fois qu'elles ont été lancées, parce qu'il y a différentes étapes et c'est vrai que voilà, par exemple, le passage au numérique, c'est quand même une technologie, il faut être en capacité de le mettre en place, donc ça peut être un accompagnement sur ce type-là. Et ces réseaux-là font aussi tout un travail de plaidoyer pour porter un message sur une économie qu'on souhaite différente, plus proche des gens, plus à l'écoute. Et il y a aussi des échanges, de toute façon, chaque groupe de citoyens qui à un moment donné veut monter une monnaie locale va souvent aller à la découverte de ce qui se fait dans les autres départements, les autres régions. Et on a des échanges assez proches. On se retrouve quand on peut, du coup, notamment via le réseau, le mouvement SOL, qui est un des 2 réseaux nationaux, organise des rencontres nationales tous les ans. Et après, on a des outils partagés, voilà, des outils d'échange en ligne, des messageries, etc. Donc, il y a de toute façon cette vocation, déjà, il n'y a jamais 2 monnaies locales sur un même territoire. On n'est quand même pas dans une logique de compétition, de concurrence, on est plutôt dans une logique de partageons voilà, et renforçons tout ce qu'on peut faire. Il y a quand même, si je ne me trompe pas, 67% du territoire français où il y a une monnaie locale présente. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans chaque village, mais en tout cas, elle est son territoire, disons, de diffusion. Et voilà, il y a des liens forts et puis humains derrière aussi.
Oui, effectivement, s'il y a deux monnaies locales au même endroit, ça risque de ne pas très bien fonctionner. Voilà, c'est sûr, c'est un principe de réalité. Il y a donc Gonéry qui a une question, donc je lis la question. Vous avez parlé de sortie du territoire de la monnaie euro. Oui. Cela concerne-t-il la monnaie locale? Si oui, comment contrer ce phénomène? Donc, de mon point de vue, si j'ai bien compris, justement, la monnaie locale, ça permet un peu de lutter contre ça. C'est ça. Alors, c'est vrai que je ne suis pas allée tout à fait au bout du cheminement, mais effectivement, vos 3 transactions que vous aviez en euros, là, je vous ai dit le billet de 20 qui circule 3 fois, qui fait 60 euros de richesse pour le territoire, bah, s'il est remplacé par un billet de 20 gonettes, le dernier professionnel qu'on avait, c'était le boulanger, par exemple, et ben lui, il sera censé redépenser ses 20 gonettes sur le territoire, parce qu'en dehors de son territoire, ça n'a pas de valeur. Donc, il ne pourra pas, si sa farine, elle vient de, je sais pas moi, du fin fond de l'Europe de l'Est, il ne pourra pas l'acheter avec. Par contre, avec ses 20 gonettes, il va pouvoir payer potentiellement son comptable. Son comptable, il va par exemple pouvoir payer son électricité auprès d'un fournisseur d'électricité verte locale. On en a ce fournisseur, il va peut-être pouvoir payer du salaire. Et du coup, ses salariés vont redépenser l'argent localement, etc. Donc, effectivement, il y a cette circulation monétaire. Plus, en fait, le billet circule, avec un même billet d'une valeur fixe, et bah, du coup, on crée d'autant plus de richesses, d'autant plus de liens. Donc, effectivement, il n'y a pas cette sortie du territoire. Alors, sachant qu'il y a quand même une flexibilité, c'est que le réseau de la Gonette est encore en construction. Il y a certains professionnels, par exemple des brasseurs, on a 5 brasseries dans le réseau. Effectivement, c'est plus difficile pour eux de redépenser les gonettes qu'ils reçoivent en paiement, parce qu'ils ont quand même des paiements assez massifs, puisqu'on a des restaurants et des bars qui leur prennent des grosses commandes, qui du coup les payent, et derrière, ils ne peuvent pas tout redépenser. Donc, il y a tout à fait la possibilité de reconvertir en euros les gonettes qui leur restent en trop. L'idée, ce n'est pas que ce soit une contrainte et qu'ils aient de l'argent bloqué, qu'ils ne puissent pas utiliser, alors qu'ils ont des frais à payer. Donc, pardon. Pas de souci. Donc, si on voit qu'à un moment, ça freine, il y a la possibilité de retrouver des euros. De récupérer les euros en face. Et puis, l'idée, c'est plutôt d'être sur une vision de moyen, voire de long terme. C'est justement de pouvoir progressivement faire évoluer ce réseau-là. Et on a vu des belles initiatives, notamment à Clermont-Ferrand, il y a une monnaie locale qui s'appelle la Doum. Ils avaient, pour le coup, c'était une brasserie qui souhaitait rentrer dans le réseau, qui leur a dit, vous êtes gentils, mais moi, je vais recevoir plein de Doom, et qu'est-ce que je vais en faire? Et du coup, la monnaie locale leur a dit, qu'est-ce qui vous manquerait, vous, en fait? Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas acheter vos céréales parce qu'elles viennent d'un peu plus loin, elles ne sont pas produites à Clermont-Ferrand, mais de quoi vous auriez besoin? Et la brasserie leur a parlé de deux besoins, un système de lavage de bouteilles et une malterie. Et en fait, du coup, la monnaie locale les a accompagnés pour aller voir aussi les bons acteurs et pour accompagner la création de ces 2 activités-là. Donc, il y a une malterie au bout d'un moment qui a vu le jour, qui a bénéficié évidemment à d'autres brasseurs locaux, et également un système de lavage de bouteilles qui a permis en plus d'être dans une démarche de réemploi. Et ça a permis en fait de compléter le maillage. Comme vous l'avez vu, voilà, il manquait des maillons dans la chaîne, eux, ils étaient un peu en bout de chaîne. Et là, ça a permis de continuer à faire circuler l'argent localement, en voyant du coup, il manquait des activités sur le territoire qui avaient tout à fait vocation à être là. Ah, c'est intéressant, oui, du coup, ça a développé d'autres structures. Ouais. Sur le territoire. Alors là, on est encore, à la Gonette notamment, on est encore dans une phase où on est à peu près, je vous ai dit, 200 000 gonettes en numérique, en circulation, à peu près 100 000 en papier, on a un peu plus de 300 000 gonettes en circulation. On n'a pas encore un impact majeur sur le territoire et notamment sur la question de l'emploi. Mais en tout cas, voilà, le jour où, au lieu de représenter 0,5% du chiffre d'affaires d'un commerçant, la gonette représentera 15 ou 20%, forcément, ça remontera peut-être certains choix et ça amènera aussi, mais du coup, ça pourrait être un levier pour la création d'activités manquantes et ça aura un impact plus conséquent. À l'Eusko, par exemple, au Pays Basque, il y a quand même, donc c'est la monnaie locale la plus développée, en Europe, il y a 2 millions d'euskos en circulation. Donc forcément, ça fait levier pour d'autres activités et ça a un impact économique, mais aussi écologique plus important. Tout à fait. Je pense que vous avez répondu en partie à la question de Gonéry qui demandait quelles sont les limites des montants financiers de la Gonette. Là, vous avez cité des chiffres. Gonéry, n'hésitez pas à nous dire si ça n'a pas répondu à cette question. Vous avez également une autre question, Gonéry. Est-ce qu'une entreprise locale qui utilise une monnaie locale peut du coup rencontrer des freins si elle a envie de changer d'échelle, de se développer au national ou à l'international? J'imagine que c'est ça la dimension de la question. Ouais. En fait, c'est ça. A priori, non, puisque du coup, ça ne l'empêche pas de continuer pour toutes les autres transactions à utiliser l'euro. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est pas de se renfermer sur soi, c'est de faire déjà avec les gens qui sont là. Et voilà, et la monnaie, c'est juste un moyen de paiement. Hein. Donc,
Donc, enfin, la monnaie locale en l'occurrence. Donc après, il y a pas de souci et on ne va pas empêcher les entreprises de faire leur travail d'entreprise et on n'influence pas leur stratégie, évidemment. Voilà. Après, ça peut par contre leur permettre de questionner leur choix, effectivement. Voilà, mais c'est pas un frein. Oui, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est trouver l'équilibre. Nous, en tant que particulier, savoir, bah voilà, moi, dans mon mode de vie, qu'est-ce que je consomme localement, qu'est-ce que je consomme pas localement, du coup, qu'est-ce que je choisis de transformer en gonette ou non. Et j'imagine que c'est un peu pareil pour l'entreprise. Oui, c'est l'idée. Donc, une question de Christine, comment financez-vous toute la mise en place et le maintien du système de la gonette? Donc, justement, le paiement de vos salariés, lorsque vous avez sorti l'application, ce qui demande des moyens. Puis là, on parlait tout à l'heure, toutes les deux, de la mise à jour de votre site. Voilà, tous ces éléments, comment vous les financez? Alors, effectivement, c'est vrai que je me suis présentée, mais je n'ai pas présenté le reste de l'équipe. On est une petite équipe de 5 pour le moment. Donc, j'ai une collègue responsable de la communication qui s'appelle aussi Charlotte. Un collègue qui est à temps partiel sur le développement du réseau des particuliers, donc des adhérents citoyennes, et puis sur le lien avec les collectivités. Une autre collègue en alternance qui est avec moi, d'ailleurs, elle est à 3A, je lui fais un petit clin d'œil, qui est avec moi sur le suivi des professionnels, le développement du réseau, les animations et puis la prospection. Et puis une autre collègue qui est en charge de tout ce qui est administration, finance. Pardon, effectivement. Donc, comme beaucoup d'associations, nous sommes une association employeuse, donc nous avons effectivement des charges déjà salariales et puis quelques frais. On a un local, un ordinateur chacun. Voilà. Donc, il y a forcément des frais. Et en fait, on se finance par la cotisation des professionnels comme des particuliers. C'est un montant libre pour les uns comme pour les autres. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, une cotisation annuelle d'un professionnel qui veut prendre la gonette, c'est en moyenne 120 à 150 euros par an, sachant que c'est un montant librement décidé. Donc là, je vous donne une moyenne. Et pour les particuliers, on est autour, je crois, de 15 ou 16 euros par an. Voilà. Et on a également, ça c'est quand même 60-65% de nos ressources, ce qui nous permet d'ailleurs une certaine autonomie voilà, dans le choix des projets menés, les priorités, etc. Et on a mis en place, quand on a mis en place le numérique, pour le coup, on a répondu à un appel à projet, on a eu un financement spécifique. Et par ailleurs, globalement, on a chaque année quelques subventions quand même, que ce soit via des collectivités ou via des dispositifs spécifiques comme le FDVA, par exemple, qui soutient le développement de la vie associative. Voilà. Et on a quelques prestations payantes, pas beaucoup, et c'est quelque chose qu'on aimerait justement développer. Voilà. Je pense que ça répond à la question. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de détails. Hein. Parfait, effectivement. Ça répond bien à la question. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? N'hésitez pas à les partager, que ce soit par le chat, tout comme l'ont fait les personnes jusqu'à présent, mais aussi de vive voix. N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Je vois que Judith est en train d'écrire sa question. Ah. Si jamais vous avez un micro, Judith, n'hésitez pas. Oui, grave, en fait, pardon, bonjour. En fait, j'ai posé une question lors de mon inscription à la conférence. Du coup, je me demandais si vous alliez répondre plutôt vers la fin ou si on reposait les questions maintenant. Eh bien, n'hésitez pas à la poser. Ok, donc du coup, moi, je me demandais de quelle manière la monnaie locale pouvait jouer un rôle dans... C'est très spécifique, hein, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre, mais pouvait jouer un rôle dans l'insertion socio-professionnelle des personnes réfugiées. Ou oui. Même pas forcément réfugiés, mais dans l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi, quoi. Oui. Alors, spécifiquement, effectivement, pour le moment, on n'a pas forcément de levier à ce niveau-là. En revanche, on renforce de plus en plus nos liens avec pas mal de structures de la solidarité, et donc notamment des structures qui accompagnent des publics en difficulté, que ce soit via des ACI, enfin des ateliers chantiers d'insertion, etc. Donc, on renforce ces liens-là déjà parce que c'est des acteurs qui s'engagent, qui ont bien mis en valeur le fait qu'il y avait des inégalités en France, qu'il y avait des publics qui étaient marginalisés. Et très souvent, quand même, on voit bien que c'est des questions économiques derrière. Les gens qui n'ont pas d'emploi, qui ont des difficultés d'accès à la culture, à l'éducation, voilà, qui n'arrivent pas à avoir de perspective, qui ont des coups durs dans la vie et qui ne sont pas soutenus par la collectivité, j'entends là par la communauté, voilà, par l'État, etc. Du coup, il y a des inégalités, il y a
effectivement des professionnels du travail social qui interviennent, mais on voit bien que les causes, elles sont quand même loin, enfin, elles sont conséquentes, elles sont loin de tout ça. Donc derrière, c'est aussi comment on finance ces dispositifs et comment on fait en sorte que les gens soient de moins en moins exclus. Donc, à notre niveau, la Gonette, nous, pour le moment, on a un moyen de paiement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va mettre en place, dès que possible, j'ai envie de dire dans les 6 prochains mois, avec notre réseau d'adhérents pro et de particuliers qui participeront aux réunions, une sorte de fonds de solidarité qui pourrait typiquement bénéficier à ce genre d'association si c'était l'objet. Les modalités seront déterminées tous ensemble. Voilà, mais on n'a pas d'action plus proche que ça, en fait. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, je pense que de toute façon, c'est à étudier, effectivement. Donc, ouais, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Je vois Aurélie qui est en train d'écrire. Entre-temps, si quelqu'un veut prendre la parole, ne pas Oui, hésiter. moi j'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui. Alors en fait, c'est sur ce que vous avez expliqué tout à l'heure concernant l'échange de Gonette avec de l'euro. Donc si j'ai bien compris, l'euro, il est réinvesti par la NEF dans des projets locaux. Est-ce que du coup, parce que quand on échange des monnaies sur le marché monétaire normal, il y a une fluctuation de cours. Sauf que dans ce cas-là, ça ne permet pas de fluctuation de cours. Et du coup, est-ce que, vu que cet argent-là est réinvesti en euros, ça ne débouche pas sur une logique inflationniste? Parce que la monnaie se dédouble, en fait, du coup, si je vous ai bien suivi. Alors, du coup, quand vous faites le lien avec le change, effectivement, c'est parce que vous parlez d'un change avec des devises étrangères. Donc, effectivement, voilà, je sais pas moi, le baht en Thaïlande, il ne va pas avoir la même valeur aujourd'hui comme dans 6 mois quand vous changerez vos euros en baht ou vos dollars en baht, etc. Effectivement. Là, on est sur un moyen de paiement. Alors, on l'appelle monnaie, effectivement, mais ce n'est pas une devise en soi. Donc, c'est bien, voilà, c'est important de le préciser. En fait, tout simplement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on alimente des fonds de banque à travers ces banques éthiques, qui leur donnent une capacité d'investissement. Il faut savoir, c'est vrai que je n'ai pas précisé au début, mais quelle que soit la banque, en fait, en France, la loi, c'est qu'il faut minimum 5% qui vous permet de prêter 100% de la somme. En gros, voilà, la banque possède 5 euros, elle a le droit de prêter 100 euros par le biais du crédit octroyé voilà, à différents acteurs, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et donc, nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est quand on met l'argent, puisqu'on est obligé quand même d'avoir ces euros-là pour avoir les gonettes en circulation, c'est-à-dire que le jour où, si un jour la gonette, par exemple, doit fermer, que l'association arrête son activité, toutes les gonettes qui sont en circulation, vous pouvez les récupérer puisqu'on a les euros qui correspondent en face. Donc ça, c'est une sécurité déjà. Ça permet aussi, dans le cas des professionnels qui sont obligés de reconvertir une partie des gonettes qui n'ont pas pu dépenser et qui sont bloqués, de récupérer aussi leurs euros en face. Donc ça, c'est une sécurité. Et du coup, cet argent-là, tout simplement, il est confié à ces banques-là. Et donc, ça leur donne une capacité d'investissement plus importante. Plus vous mettez de l'argent dans tout ce qui est finance solidaire, banque solidaire, banque d'épargne, club d'investissement comme les Cigales, par exemple, où sont des épargnants individuels voilà, qui se réunissent, qui font des collectifs et qui décident de mettre leur épargne au service du financement de projets éthiques, etc., donc, dont ils déterminent les grandes lignes ensemble. Plus vous mettez l'argent dans ces circuits-là, plus vous savez à quoi il sert, votre argent, et plus, du coup, si vous êtes sensible à des problématiques environnementales, comme voilà, le fait qu'on continue à développer des énergies fossiles alors qu'on sait a priori quand même que c'est néfaste pour l'environnement, là, vous savez que, en tout cas, l'argent que vous confiez à la banque, qui lui donne un pouvoir, en fait, de crédit, qui lui donne une capacité de prêter de l'argent démultipliée, puisqu'on passe de 5 à 100%, et bien, du coup, vous savez que cet argent-là, du coup, il ne va pas forcément, il va aller dans des circuits avec lesquels vous êtes a priori en accord. Et des projets qui sont plus proches de vous et voilà, sur lesquels vous avez un droit de regard. Ok, d'accord, merci. Alors, je vois que Goniri lève la main. N'hésitez pas à poser votre question. Oui, rebonsoir. Moi, je reviens un petit peu sur... en fait, la monnaie ne permet pas de faire de la spéculation, si j'ai bien compris, du fait qu'elle ne part pas sur les marchés financiers. Ce que j'essaie de comprendre, en fait, c'est la différence entre les territoires qu'on peut avoir au niveau national. Si je comprends bien, le développement de la monnaie est indexé un petit peu sur le dynamisme de l'économie locale.
comment ça se passe dans une monnaie locale qui n'est pas sur un territoire comme celui, comme le vôtre, qui est quand même assez dynamique, même sur le plan industriel. Comment ça se passe en fait, le développement, le réinvestissement, la dynamisation de la monnaie, etc. Ça se fait avec ce qui circule déjà et du coup, vous le voyez dans quel sens voilà, vous le dire par exemple, si c'était une commune rurale, voilà, avec seulement, par exemple, je sais pas moi, 5000 habitants qui voulaient utiliser une monnaie locale à son échelle, et vous vous dites, bah, l'impact est beaucoup moins important parce qu'il y a moins d'habitants, moins de flux d'échanges financiers, etc. C'était ça l'idée? Ouais, je pense à, je sais pas, la diagonale du vide, des zones comme ça qui bénéficient pas immédiatement des plus gros financements publics et des plus gros investissements, et en plus de ça, qui n'ont pas une économie locale de base, disons, très florissante. Ouais. Et j'aimerais juste comprendre comment on arrive à dynamiser des territoires un peu abandonnés grâce à une monnaie locale, Alors, dans le nous, sens où ça dépend de l'injection des acteurs locaux. Oui, alors on n'en est pas encore au point, comme je vous disais, on est vraiment en développement, ça fait 6 ans que la monnaie existe, on n'en est pas encore au point de dynamiser les territoires, ça c'est quelque chose que je vous donne en perspective pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui on a à peu près 300 000 gonettes en circulation. À l'Eushco, ils en ont, voilà, au Pays Basque, ils en ont 2 millions de Eushco en circulation. Donc, c'est pour vous montrer que voilà, qu'il peut y avoir effectivement des dynamiques différentes quand on augmente l'argent qui est en circulation. Après, quoi qu'il en soit, il faut quand même se dire qu'il y a des millions et des millions d'euros dépensés tous les jours, que ce soit l'entreprise qui paye ses factures auprès de ses fournisseurs, qu'elle paye des salaires, que ce soit ce que vous dépensez dans vos courses du quotidien. Il y a quand même énormément d'argent qui circule et la gonette n'a pas vocation à solutionner tous les problèmes non plus. Elle a vocation à déjà amener les gens à se questionner sur la manière dont l'argent est géré et à quoi il doit servir. Donc, ce qui est quand même déjà très important, c'est donner une capacité de compréhension et surtout une envie d'agir des citoyens à leur échelle. Mais voilà, on n'en est pas encore. Quand je vous ai parlé des 5 millions investis par les monnaies, par les banques éthiques auxquelles sont adossées les monnaies locales en France, 5 millions, c'est, encore une fois, c'est bien, mais c'est rien du tout par rapport aux milliards d'euros qu'il y a tous les ans, voilà, et qui circulent via les banques, etc. Donc, c'est des milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans, voilà, via de l'investissement, via du financement de banques. Donc, on n'en est pas encore à se dire on va sauver un territoire quel qu'il soit grâce à une monnaie locale. On peut avoir des impacts, voilà, mais on n'est pas un acteur public, on n'a pas forcément cette légitimité-là déjà, et on fait aussi avec les citoyens qui s'engagent. Donc actuellement, à la Gonette, par exemple, on est à peu près 1300 adhérents particuliers, et je vous ai dit 375 adhérents professionnels, sachant qu'en face, on est sur un territoire, il y a 33 000 commerces, par exemple. Je parle juste des commerces, hein, même pas des professions libérales, des associations, etc. Donc, vous voyez, la marge de manœuvre est en fait relativement importante. Merci pour votre réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai une autre question, du coup. Alors, si quelqu'un a une autre question, qui lève la main, je n'ai pas l'impression, donc je pense que vous pouvez y aller. Je me lance. Moi, je suis curieux de savoir un petit peu au niveau des adhérents ou des nouveaux adhérents, après votre retour d'expérience des 6 ans, qu'est-ce qui convainc le plus en fait les personnes d'adhérer en fait à la monnaie locale? C'est quoi les arguments principaux? Eh bien, c'est une très bonne question. Et pour être transparente, on continue à se la poser. Savoir effectivement qu'est-ce qui fait le déclic. À quel moment les gens se disent, eh ben, moi, quand j'adhère à la monnaie locale et que je l'utilise, eh ben, voilà, ça fait une différence. Sachant qu'elle est réelle, hein, cette différence, puisque je vous l'ai montré aussi par notamment le fait qu'on alimente la finance solidaire, par le fait qu'on est dans un réseau d'acteurs qui sont liés entre eux et qui ont envie aussi d'une économie différente, etc. Par le fait qu'on donne la capacité de se sentir acteur du changement et de se dire on n'est pas des citoyens ballottés dans des enjeux énormes qui nous dépassent. Voilà, on est des gens qui ont une capacité d'action. Donc tout ça, effectivement, voilà. Et puis cette envie par exemple, de faire bouger les choses et de s'investir dans une association, tout ça, j'avoue que du coup, on n'a pas encore d'éléments suffisamment fiables pour savoir qu'est-ce qui encourage les gens à adhérer. Et moi, je me pose la question à la fin de cet échange-là en visio,
Alors, je regrette qu'on ne puisse pas se voir en vrai, mais en visio, alors là, vous êtes, je pense, en partie des étudiants, des étudiantes, peut-être des enseignants, voilà, des personnes qui travaillent à 3A, peut-être quelques partenaires. Est-ce que vous allez vous dire, ah ben, j'y vais, moi aussi, j'adhère, et puis voilà, et puis je me lance dans l'aventure et je participe à cette aventure. J'aimerais bien, du coup, voilà, le savoir si vous, il y a des éléments dans ce que je vous ai expliqué qui vous ont plus convaincu. Sachant que je vous invite quand même fortement à aller sur le site internet de la Gonette, aussi pour découvrir un peu mieux le réseau et puis pour vous remettre un petit peu, voilà, moi je vous ai expliqué un ensemble de choses, mais il y a des choses qui seront aussi peut-être plus claires ou pour aller plus loin, creuser certains éléments que je vous ai présentés. Donc, si jamais vous me dites, moi, ça ne m'a pas convaincu, au contraire, moi, ça a retenu mon attention, peut-être que je passerai à l'action, je suis preneuse de cette information. Oui, effectivement, c'est l'occasion d'avoir un retour. Pardon. Ouais. Ce qui me convient le plus, moi, c'est le renforcement des liens avec le secteur public. De plus en plus, si la monnaie évolue d'une telle manière qu'on va pouvoir de plus en plus payer des services publics parce que ça reste quand même nos plus grands frais, nos plus grosses préoccupations de la vie quotidienne. Enfin, non, il y a aussi la nourriture, évidemment, et ça va se faire plus avec des acteurs privés, mais tout le reste, ça sera plus avec le public. Et plus ça va se développer avec le public, plus ce sera sûrement intéressant et les gens vont vouloir y adhérer. Et je fais encore plus le lien avec l'autre sujet qui m'intéresse dans l'insertion socio-pro des personnes réfugiées. C'est clair que plus vite ils ont accès à la monnaie et aux services publics. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus. Donc, voilà. Merci pour votre retour, c'est vraiment précieux. Et effectivement, je pense qu'il y a des clés là-dedans qui peuvent permettre de basculer et puis d'embarquer plus de monde dans l'aventure. Et l'idée, c'est vraiment que toutes les parties prenantes se rassemblent. Voilà. Une collectivité, vu qu'elle est composée de membres élus, et qu'elle a des compétences spécifiques, puisqu'elle est quand même censée gérer un territoire, que ce soit des enjeux sociaux, de déplacement, de vie commune, de logement, etc. Voilà, elle a quand même un rôle hyper important dans la vie de tous les jours, dans notre vivre ensemble. Et du coup, elle a toute pertinence et toute légitimité à être là, mais tout autant que des professionnels qui travaillent dans le quartier, tout autant que des adhérents particuliers qui habitent ici, etc. Et c'est vraiment l'idée, c'est de réfléchir tous ensemble, voilà, pour donner, pour façonner notre économie de demain. Et je ne l'ai pas dit, mais on a quand même plus de 25% des adhérents de la Gonette professionnels, sur les 375 dont je vous parlais, qui sont aussi des associations. Et même si elles ne vont pas forcément voir passer beaucoup de Gonettes, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui vont, par exemple, adhérer à l'association en question en Gonette, il y a cette envie de participer aussi à ce changement et d'être dans quelque chose de transversal, puisque l'argent est quand même transversal. Enfin, on en dépense tous les jours, on y pense quasiment tous les jours, on baigne dedans au quotidien, et de se dire en tout cas qu'elles ont envie d'une monnaie plus éthique et de questions posées sur l'argent où elles ont envie de participer à tout ça. Donc voilà, je retiens en tout cas bien votre intervention, moi ça nous parle et je le partagerai avec les collègues. Apparemment, votre conférence fait quand même bien écho, Charlotte, puisque du coup, Amélia réagit dans le chat en disant qu'elle va se renseigner, étant donné qu'elle est à Toulouse, non pas sur la Gonette, mais sur la Sole Violette. Le sol, ouais, super. Avec plaisir. Tom également qui témoigne. Tom, je ne sais pas sur quelle région vous êtes, du coup. Vous pouvez peut-être nous préciser. Et pour revenir sur le côté non spéculatif, c'est vrai que je ne voulais pas, parce que des fois, on inonde un peu de chiffres. Ah, Bretagne, Rennes, super. Il y a des monnaies locales là-bas, je ne sais pas exactement, vous verrez. Ouais. Mais je ne vous l'ai pas dit, mais il y a moins de 10% de l'argent qui circule qui est dans l'économie réelle. Donc, plus de 90%, c'est des sphères financières. Donc, c'est vraiment de la spéculation. Ce n'est plus du tout ce qui va permettre pour nous d'échanger, de se loger, d'acheter à manger, de payer les frais de santé, de construire une route, etc. Donc, c'est vrai que voilà, quand on se re-questionne sur l'utilité de l'argent, quand on sait ça, effectivement, souvent, ça change notre vision des choses. Du coup, ce sera le Galeco en Bretagne, la monnaie locale. Bon, parfait, voilà. Et petite chose, je ne vous ai pas trop précisé sur la monnaie numérique. C'est un outil quand même très pratique. En fait, c'est des transactions. C'est un peu comme si vous aviez un compte bancaire, sauf que vous n'avez pas besoin de rentrer un RIB. Vous avez juste un numéro d'adhérent et vous pouvez faire des transactions qui sont instantanées. Quand vous payez votre baguette de pain chez votre boulanger, vous scannez le QR code, vous envoyez le paiement, ils le reçoivent tout de suite.
Et donc, c'est sécurisé, comme je l'ai dit, et on peut même se faire des paiements entre particuliers. Donc ça, c'est quand même chouette parce que nous, on l'utilise pas mal entre collègues. Typiquement, on va se faire un repas où on va boire un café tous ensemble. Il y en a une personne qui avance l'argent, qui paye en euros ou en gonettes selon ce qui est possible. Et ensuite, on se fait des remboursements entre nous, entre comptes. Et ça, c'est un usage pratique où, du coup, on alimente notre compte tous les mois quand on a un compte numérique de 20 gonettes minimum, plus si on le souhaite. Mais vous savez qu'en tout cas, du coup, à votre niveau, vous continuez à faire circuler l'argent. Et voilà, et vous savez où il va. Et voilà, et c'était juste là où je voulais en venir. Mais dans les usages, je pense, où le digital prend le pas, au moins, vous savez qu'il n'y a pas de pourcentage qui sont prises par une carte bancaire, une entreprise type Visa ou Mastercard. Je ne sais pas si on a le droit de les citer. Mais peu importe, en tout cas, vous n'allez pas alimenter ce genre d'entreprise qui met en place un système certes payant. Alors derrière, il y a du développement, il y a effectivement un outil hyper pratique, une carte bancaire. Je suis la première à l'utiliser pour mes paiements en euros. Mais voilà, là, vous savez qu'au moins, avec la gonette numérique, tout ce que vous pouvez faire circuler déjà de cette manière-là, c'est certes digital, mais c'est derrière vertueux. Du coup, c'est avec un QR code et une application, c'est ça? Voilà, c'est une application web et mobile. Et puis même sans QR code, de toute façon, vous trouvez les pros dans la liste. Alors, il y en a à peu près 65% maintenant qui sont équipés et vous envoyez le paiement, c'est immédiat. Vous pouvez même le faire à distance. Ah, d'accord. Voilà. Alors, je vois que vous avez peut-être encore une question, Connery. Vous levez la main. Oui, je vais essayer d'être rapide. Ce sera la dernière question, attention. Oui, merci. Merci de prendre le temps. Pour faire court, je travaille sur le développement de nouvelles filières forestières. Et ces filières, en fait, vont bénéficier d'une gestion, disons, assez ouverte à différentes parties prenantes, dont des collectivités publiques. Et j'aimerais savoir si l'argumentaire à mettre en avant lors de rencontres avec des élus est sensiblement le même qu'à l'ensemble des autres adhérents, en fait, classiques, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments plus convaincants auprès des élus publics que l'argumentaire classique? Ouais, alors il y a d'autres, globalement, il y a quand même d'autres éléments aussi un peu plus spécifiques par rapport justement à leur action. Là-dessus, moi, pour le coup, si vous êtes intéressé, je vous inviterai à nous contacter à la Gonette pour être en contact avec Brice Doyen, mon collègue qui est en chargé du lien avec les collectivités et qui, avec notre coprésident, du coup, puisque je ne l'ai pas dit, mais on a quand même des bénévoles très impliqués, on a un coprésident et une coprésidente notamment. Et ils ont fait un plaidoyer en amont des municipales pour encourager les élus, les candidats à l'époque, tous bords confondus, s'ils le souhaitaient, à intégrer la Gonette dans leur programme et lorsqu'ils étaient élus, du coup, à mettre en application tout ça. Et voilà, là-dessus, il y a quand même, il y a aussi des spécificités et des choses à mettre en valeur. Et il y a notamment le réseau, alors si vous voulez encore creuser ça, le réseau RTES des collectivités territoriales qui sont engagées justement sur toutes les problématiques, notamment d'économie sociale et solidaire, qui ont créé des fiches pratiques pour présenter les monnaies locales et l'intérêt pour une collectivité d'adhérer à une monnaie locale et surtout en fait de l'intégrer vraiment en fonction de ses choix, de l'intégrer dans l'application de sa politique locale. Donc n'hésitez pas, RTES. Voilà, vous retrouverez des éléments là-dessus. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus après parce que pour le coup, moi, j'étais pas sur cette activité-là, mais non, merci, mais ça fait écho. C'est une piste intéressante. Côté élu. Ouais. Merci. Du coup, il est 19h. On atteint la fin de la conférence. Merci beaucoup, Charlotte, pour votre intervention. Et merci à tous les participants. J'espère que ça a répondu à vos interrogations, que ça a permis de mieux comprendre ce qu'est une monnaie locale, quels sont les enjeux, que vous allez effectivement, pourquoi pas adhérer à la Sole Violette à Toulouse, à la Gonette à Lyon. Alors, vu qu'on est basé aussi donc à Rennes, effectivement, il y a le Galéco, il y a peut-être des étudiants partenaires parisiens, ce sera la pêche, du coup, sur Paris. Super. Et j'en profite pour vous le dire, si vous adhérez à la Gonette en tant que particulier, ça se fait en ligne, c'est très rapide. Ne soyez pas freiné par la cotisation. C'est un montant proposé de 20 €, mais là, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc, évidemment, vous mettez ce que vous souhaitez. Et l'idée, c'est surtout que vous réadhériez, surtout en 2022, pour que vous ayez l'occasion vraiment de l'utiliser et de découvrir aussi ce réseau et tout ce qu'il y a derrière. Donc, voilà, la cotisation ne doit pas être un frein. Et après, la Gonette deviendra ce que vous en ferez et ce qu'on en fera tous ensemble. Et en tout cas, moi, j'en profite pour vraiment remercier Anastasia parce qu'on a eu une préparation vraiment de qualité. Moi, ça m'a beaucoup rassurée et sur l'aspect technique et puis de voir que 3A a vraiment fait une belle mobilisation. C'est chouette. Moi, je trouve que voilà, vous donnez une belle opportunité
à vos étudiants, vos étudiantes, votre équipe, en plus, du coup, un petit peu partout en France, et puis tous vos partenaires. Donc, c'est chouette de pouvoir élargir par des interventions sur des sujets. En plus, j'ai vu les autres sujets, c'est passionnant ce qu'il y a eu déjà jusqu'à présent. Donc, c'était très confortable et j'ai beaucoup apprécié nos échanges jusqu'à présent. Merci beaucoup. Et on va effectivement poursuivre sur cette voie. Alors, on n'a pas encore intitulé la prochaine conférence, mais on reviendra donc vers vous. Suivez-nous sur LinkedIn, puis on vous transmettra par email le programme à venir. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et merci Charlotte. À une prochaine, notamment concernant le suivi de votre alternante. Hey, avec plaisir. Et merci pour vos questions, votre participation, c'était chouette. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.